Saïd pendant quelques minutes pour présenter le bouquin. Ensuite, il y aura les différents intervenants et le plus vite possible, vous pourrez vous joindre au débat. Dans le tout début de ce tome 2, on a une très belle phrase que Saïd a choisie pour commencer le bouquin de Modibo Keïta, qui a déclaré en 1964 « L'histoire récente des territoires d'Afrique atteste à chaque instant que nos peuples n'ont jamais dissocié la lutte d'émancipation de la lutte pour l'unité. La stratégie des mouvements de libération de notre continent imposait comme une nécessité première le rétablissement de cette unité. » Modibo Keïta, 1964. Donc, l'idée que le colonialisme a tout fait pour diviser, pour régner, et la libération des Africains passera par l'unité. Et si l'Afrique se libère, c'est le monde entier qui se libère. Saïd, c'est difficile de mettre des étiquettes dessus. Saïd, on va dire, est un sociologue, c'est ce qu'on a marqué dans la bio, à condition de considérer, comme disait l'autre, la sociologie comme un sport de combat. Saïd a écrit Algérie, les racines de l'intégrisme, un livre formidable. Moi, j'y comprenais rien à l'Algérie à l'époque, donc avec ça, ça devenait clair. Il a écrit L'affaire du foulard islamique, Nique ta France, et maintenant ce magnifique manuel stratégique de l'Afrique. Il habite à Lille. Il donne beaucoup de conférences, n'hésitez pas à l'inviter ou à le faire inviter. Et moi, je suis assez fier de l'avoir provoqué à faire ce livre parce qu'il y a beaucoup de bons livres sur l'Afrique, on va dire, sur telle figure, sur tel pays, sur tel problème. Mais un livre qui, globalement, donne une vue de l'Afrique, le passé, le présent, les perspectives d'avenir, et sous une forme attrayante, grâce au jeune David que je vous ai présenté, qui a recherché toutes les illustrations, qui a fait un travail magnifique pour que la mise en page soit attrayante et que ça puisse convenir aux lycéens, aux jeunes, aux gens qui pensent qu'ils n'aiment pas de lire et qui vont être séduits comme ça. Et donc, le livre est divisé en 5 grandes régions, divise le continent en 5 grandes régions. Vous avez le sud, l'ouest, la Corne de l'Afrique, le centre et le Maghreb, parce que Saïd considère extrêmement important que justement le Maghreb et l'ensemble de l'Afrique noire ne soient pas séparés, mais s'unissent ensemble pour se libérer. Saïd, chaque chapitre, chaque région commence par l'histoire de ce que les puissances coloniales ont fait. C'est important, c'est pas du passé, on peut tourner la page. Le passé est d'une actualité brûlante. En réalité, comprendre les raisons du non-développement ou du mal-développement africain aujourd'hui, comprendre les raisons des guerres qui ensanglantent le continent du sud au nord, nécessite qu'on resitue dans l'histoire les enjeux de chacune des régions. Le colonialisme n'est pas qu'une question du passé, l'esclavage encore moins. Ça a laissé des traces, ça a tracé des frontières, ça a divisé des peuples, ça a créé des tensions internes et des contradictions sur lesquelles les grandes puissances agissent. Et donc le premier réflexe scientifique, lorsqu'on veut comprendre une situation régionale ou une situation nationale, c'est d'abord de la resituer dans l'ensemble de ces contextes. Et dans ces contextes, il y a les héritages de l'esclavage, les héritages de la colonisation, et bien entendu, il y a les héritages contemporains, c'est-à-dire les enjeux socio-économiques, l'état des richesses, l'état de présence des grandes puissances, mais ça commence d'abord par resituer cet héritage historique. Parce que il n'y a pas un seul endroit d'Afrique qui ne garde pas aujourd'hui les stigmates de l'esclavage ou les stigmates de la colonisation pour l'Afrique, pour le Maghreb. Et donc, cette idée que le colonialisme serait une affaire du passé est une idée qu'on essaye de nous faire rentrer par toute une série d'émissions télévisuelles. En réalité, c'est pour nous désarmer. Comprendre les enjeux d'aujourd'hui nécessite de recontextualiser historiquement. Un de vos récents présidents disait que le colonialisme, finalement, il y avait des aspects positifs, qu'il ne fallait pas tout diaboliser. Alors, sur la dimension des aspects positifs du colonialisme ou de la colonisation, je laisse cette paternité à ce président. En réalité, quand on regarde, moi, je n'ai vu dans aucun endroit d'Afrique la moindre trace
de positive ni de l'esclavage ni de la colonisation. Rappelons qu'on disait aussi pour l'esclavage que c'était pour le bien des esclaves qu'il fallait les mettre en esclavage, puisqu'ils s'entretuaient entre eux. Et donc voilà une civilisation, un mode de production économique, le capitalisme, qui ne trouve rien de mieux que de justifier le pillage, la destruction des forces vives, l'anéantissement de civilisations entières, en prétendant que c'est pour le bien de ceux qu'elle assomme, de ceux qu'elle détruit, de ceux qu'elle met en esclavage. Tout ce qui est appelé aspect positif de la colonisation n'est en réalité que des restes des modes de faire valoir des économies de pillage. Oui, il y a des routes à certains endroits. Ces routes sont des routes qui étaient faites pour piller le continent. Oui, il y a des infrastructures. Ces infrastructures sont situées non pas en fonction des besoins de la population, mais en fonction des nécessités du pillage économique. Et donc, tout ce qui est appelé dimension positive de la colonisation n'est en fait que les modes de faire valoir du pillage, les modes de faire valoir de la sangsue qu'a été la colonisation. Il y avait un livre qu'un militant jamaïcain, qui a d'ailleurs été assassiné par la CIA, a écrit qui s'appelait « Et l'Europe sous-développa l'Afrique », disant qu'en fait, l'Europe avait bloqué un développement qui s'amorçait vers un genre d'économie marchande, voire capitaliste éventuellement, je ne sais pas. Qu'en est-il? Alors, il y a deux faces dans la question. La première face, c'est effectivement que l'histoire de l'Afrique a été interrompue par l'esclavage et la colonisation. Quand on nous dit que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire, on devrait dire l'intervention brutale militaire est venue interrompre, empêcher l'Afrique de continuer son histoire. Ce n'est pas moi qui développe cette thèse, c'est un grand monsieur qui mérite d'être lu et relu, qui est Amilcar Cabral, ce nationaliste guinéen qui a beaucoup apporté au niveau théorique et qui est d'une actualité brûlante. Et il expliquait très bien que l'histoire de l'Afrique aurait pu conduire à de multiples chemins de développement, mais que ça a été interrompu par cette notion-là. Mais la seconde face, qu'il faut également dire, c'est que l'esclavage et la colonisation, c'est ce qui a permis au capitalisme de se développer. Autrement dit, les raisons du développement industriel ici sont inséparables du mode de destruction, d'abord des civilisations amérindiennes, ce que j'ai appelé le capitalisme prénatal, l'accumulation primitive, pour reprendre Marx. C'est les civilisations amérindiennes et l'esclavage qui ont permis une grande part de cette accumulation primitive, une autre part étant liée à la destruction de l'économie paysanne ici. Ensuite, si on prend le second âge du capitalisme, on va dire le capitalisme de jeunesse, eh bien on va avoir la colonisation qui va permettre l'industrialisation ici. Tout le 19e siècle est incompréhensible si on ne prend pas en compte l'ensemble du pillage lié à la colonisation. Regardez le développement de l'Angleterre avec le pillage de l'Inde, regardez le développement de la France avec le pillage de toutes ses colonies. C'est le besoin d'un capital primitif pour démarrer? Absolument, absolument. Et donc ça va être un second âge. Troisième âge, le capitalisme de maturité ou impérialisme, si on veut reprendre les termes d'A Lénine, le capitalisme de maturité va donner le néocolonialisme, c'est-à-dire des indépendances formelles avec un certain nombre de mécanismes qui enferment ces économies dans la dépendance. Et nous sommes, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tout de suite dit oui, quand Michel m'a proposé d'écrire ce livre, dans un nouvel âge, qui est l'âge du capitalisme de sénilité, qui conduit à des drames humains. Et on n'en est qu'au début si nous ne sommes pas capables de réagir, puisque c'est un capitalisme qui se base sur la balkanisation. De nouveau, les dominants de cette planète ont besoin de balkaniser. On a connu depuis les indépendances pour la première fois un pays africain qui est divisé en deux avec le Soudan. On connaît les multiples interventions qui ont fait éclater la Libye, qui divisent le Mali, qui divisent toutes les dernières interventions militaires, aboutissent à une balkanisation. Autrement dit, le mode de domination aujourd'hui nécessite de faire éclater les nations, de parcelliser les États. Et c'est pour cela qu'on est devant de nouvelles guerres, parce que les besoins du capitalisme sénile le conduisent à devoir balkaniser. Les États-Unis ont fait un très grand ensemble, en volant des terres d'ailleurs. L'Europe essaye de faire aussi un très grand ensemble, mais s'il est en crise. Mais ce qu'ils disent et ce qu'ils font dans les autres régions, c'est soyez petits. Exactement. Exactement. Et quand on dit petit, si vous regardez à quel endroit se jouent les éclatements, c'est toujours des endroits où il y a des enjeux géostratégiques et des minerais stratégiques ou du pétrole. C'est les deux grands. Et autrement dit, la malédiction de l'Afrique, si on voulait, c'est la malédiction des ressources qui amène tous les vautours
à faire éclater les nations et les États. Bien, tu parles de néocolonialisme, mais quand même les pays africains sont devenus indépendants quasi tous dans les années 60. Donc c'est quand même encore la dépendance alors qu'on est indépendant? Il faut distinguer décolonisation et indépendance. On peut être décolonisé sans être indépendant. Autrement dit, ce qui s'est passé dans les années 60, c'est tout simplement le remplacement d'une forme de domination ou de dépendance par une autre. Et c'est très, je tente de l'expliquer sur un certain nombre de pays dans l'ouvrage, c'est très clair dans les stratégies, par exemple, de l'impérialisme français, qui, à partir du moment où il s'est aperçu de la mobilisation des peuples africains, à partir du moment où il s'est aperçu de la radicalisation des luttes, comme en Algérie ou au Cameroun, qui étaient les deux luttes où il y avait des luttes armées, à partir de ce moment-là, eh bien, la stratégie de l'impérialisme français a été de devancer les indépendances, de telle sorte à ce que ce soit des indépendances, enfin des décolonisations, mais sans réelle indépendance. Tout le débat de nos prédécesseurs, de ceux qui se sont battus en Afrique, les Kwame Nkrumah, les Modibo Keïta, les Cabral, etc., tout leur combat de cette décennie-là, la décennie 60, a été de montrer qu'une indépendance politique sans indépendance économique était en réalité un nouveau masque du colonialisme qui prend la forme d'un drapeau, d'un hymne national, mais en réalité qui reproduit entièrement la mise en dépendance. Donc oui, il y a eu une décolonisation, mais il n'y a toujours pas de réelle indépendance économique. Le combat reste d'actualité. Et donc tous ces dirigeants qui ont été assassinés avant leur arrivée au pouvoir ou une fois au pouvoir, comme Lumumba, Sankara, c'est parce que justement ils voulaient une vraie indépendance et souveraineté économique? Absolument. Il suffit de l'ouvrage précédent que j'avais écrit, Figure de la Révolution africaine, donne 10 exemples de leaders africains qui sont à la fois théoriciens et militants. Les 10 ont été assassinés. Et quand on regarde de qui il s'agit, ce sont tous ceux qui ont posé un certain nombre de questions qui sont toujours les mêmes. La question du panafricanisme, la question de l'indépendance économique et de ne pas limiter l'indépendance aux politiques, la question de la sortie du franc CFA. À chaque fois qu'on a des chefs d'État qui posent ces questions-là, eh bien, nous avons des tentatives de déstabilisation, des coups d'État et fréquemment des assassinats. Le maintien du néocolonialisme, c'est quoi qui intéresse les multinationales dans l'Afrique? Les matières premières, pourquoi? Alors tout simplement parce que l'Afrique est à, on va dire, et les minerais stratégiques. Ce qu'on appelle les minerais stratégiques, c'est une liste d'une quinzaine de minerais qui correspondent aux besoins essentiels des nouvelles technologies, etc. Par exemple, le coltan pour le Congo, mais il y a une quinzaine de ce type de minerais. Ceux qui détiennent les ressources de ces minerais détiennent l'économie mondiale en réalité. Et donc on a une course pour ces minerais stratégiques, et c'est en Afrique que l'essentiel des sources de ces minerais stratégiques sont présents. On peut dire que les minerais stratégiques sont pour l'Afrique ce que le pétrole est pour le Moyen-Orient. Et ce qui a conduit aux guerres au Moyen-Orient pour le pétrole conduit aux guerres pour les minerais stratégiques en Afrique. Autrement dit, on a bien là cette idée que celui qui maîtrisera ces minerais sera en situation de force dans l'économie mondiale. Ça, c'est la première cause des guerres. La seconde cause des guerres, depuis la chute de l'Union soviétique, il y a une concurrence encore plus effrénée entre les grandes puissances impérialistes, puisqu'il n'y a plus d'ennemis communs, il n'y a plus l'Union soviétique qui pouvait les amener à faire attention à leur concurrence, et donc il y a une concurrence encore plus exacerbée pour le contrôle de ces minerais et de ce pétrole. Et donc, la seconde cause des guerres, c'est de bloquer les concurrents. Et on a un certain nombre de guerres, dans l'ouvrage on en donne quelques exemples, qui sont tout simplement dus au fait qu'une puissance impérialiste veut prendre la place d'une autre, veut enlever l'accès à ses ressources à un concurrent, etc. Et troisièmement... On peut appeler ces puissances par leur nom? Les puissances qui font ça? C'est les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., qui vont intervenir. Et puis troisièmement, on a aussi... Donc l'idée, c'est qu'il y a des guerres qu'on appelle civiles ou ethniques et des choses comme ça, qui sont des guerres qui sont en fait des guerres dont on tire les ficelles à Washington, à Paris. Absolument, et avec des guerres avec des pions en réalité. Et puis troisième dimension, l'Afrique est aussi un pays qui aujourd'hui peut tisser des liens avec un certain nombre de puissances nouvelles, qu'on appelle les puissances émergentes, la Chine, le Brésil, etc. Et on a là aussi une très grande crainte des puissances qui dominent le monde, que ces liens avec ces nouvelles industries, ces nouvelles économies, eh bien, viennent leur enlever des marchés. Et donc on a aussi des guerres pour empêcher
que des contrats se signent avec la Chine. Alors, et là-dessus, il suffit de regarder les chronologies d'un certain nombre d'interventions militaires pour s'en apercevoir. Il suffit que Gbagbo commence à regarder vers la Chine parce que la Chine offre des conditions économiques plus intéressantes pour que d'un seul coup, eh bien, le danger de guerre augmente. Bien sûr, ce n'est pas la seule cause, mais c'est une des causes. Et quasiment sur une grande part des guerres en Afrique, on a une volonté de freiner les puissances émergentes et on n'hésite pas à faire la guerre pour cela. Kadhafi aussi? Absolument, absolument. Avec, du côté de Kadhafi, une dimension supplémentaire, c'est que l'intervention en Libye intervient aussi au moment où Kadhafi alors après, chacun a son analyse sur qui était Kadhafi, mais en tout cas, Kadhafi a un discours panafricaniste, commence à avoir ce discours-là, met en place des projets en termes d'investissement pour qu'émerge une banque africaine, pour qu'émerge une monnaie africaine. C'est bien entendu quelque chose de pas supportable pour ceux qui gagnent à la balkanisation africaine. On va peut-être y revenir tout à l'heure avec une intervention sur le franc CFA. Je voudrais passer au thème des migrants. En France, en Belgique et dans la plupart des pays d'Europe, il y a un énorme débat de société. Les migrants, il y en a trop. Et les migrants, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Quelle est la relation entre ce thème discuté ici maintenant et le livre? Alors, d'abord, il n'y a pas de crise migratoire en Europe. Nous sommes sur une invention, une idéologie qui est produite. C'est au plus haut taux d'arrivée de migrants. Nous avions 1 million pour une population de 500 millions de personnes en Europe. Ça ne signifie strictement rien. C'est comme si chaque village accueillait un migrant. Donc on n'est pas sur une dimension qui nécessiterait une fermeture des frontières ou je ne sais quoi. Et secondo, il suffit de regarder les pays d'origine de ces migrants pour retrouver la géographie des guerres provoquées par l'ensemble des puissances impérialistes, et en particulier par la France. Il est évident que la destruction de la Libye est venue déstabiliser non seulement la Libye, mais toute la région. Les guerres au Mali, etc. Partout où il y a des interventions, eh bien, vous suscitez, pour ceux qui peuvent partir, vous suscitez effectivement un appel migratoire. Et donc, en réalité, la phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est erronée à 3 niveaux. Premier niveau, toute la misère du monde ne veut pas venir en France. Il faut arrêter avec ça. C'est une extrême minorité qui vient. L'essentiel des réfugiés vont dans les pays voisins. Ce sont les pays pauvres qui accueillent des réfugiés. Secondo, ceux qui arrivent jusqu'aux côtes européennes sont en réalité des personnes qui viennent de pays qui ont été déstabilisés, soit par la dépendance économique et surtout par les guerres. Et troisièmement, il n'y a pas de structure de migration durable. En réalité, les pics dont on parle, c'est souvent des pics, il suffit de regarder les dates, qui viennent justement des guerres. Il n'y a pas une montée structurelle du nombre de migrants qui voudraient venir. Il y a par contre, effectivement, une guerre qui montre qu'il y a un pic, et puis après ça redescend, et une autre guerre qui montre qu'il y a un autre pic. Et donc, cette phrase ne veut rien dire, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la misère du monde, nos économies ici, les politiques de nos gouvernements ici, contribuent à la créer, fortement. On est en pleine lutte sociale en France, en Belgique, avec le thème des Gilets jaunes. On les a accusés d'être d'extrême droite. On a dit qu'ils étaient un peu racistes. Sous-entendu, les gouvernements ne le sont pas. Et est-ce qu'il y a un lien entre la question des migrants, la question des Gilets jaunes? Quel est le message à essayer de faire passer? Le message pour moi est assez simple. Ce qui arrive à la France, qui arrive à la Grèce, qui arrive avec la construction de la communauté européenne telle qu'elle se fait aujourd'hui, c'est exactement ce qui a été imposé à l'Afrique dans les années 70 et 80. Sous prétexte d'équilibre budgétaire, on met en place des plans d'austérité. Et ces plans d'austérité, on fait payer aux plus pauvres ces restrictions budgétaires. Ce qui est interrogatif pour nous tous et qui montre une des faiblesses on va dire des mouvements progressistes en Europe, c'est que tant que ça concernait l'Afrique, eh bien ça se voyait peu, on avait peu de dénonciation de cela. Maintenant que ça arrive ici en Europe, on commence à en avoir, et donc c'est très bien. Mais ce que vivent les Gilets jaunes, c'est exactement la même chose que ce qu'ont vécu les pays africains dans les années 70. Et donc la question qu'il faut se dire, c'est le même système qui produit la pauvreté ici, qui produit la mise en dépendance des pays africains. Et par conséquent, et là-dessus, il va bien falloir qu'on renoue
avec ce qui était auparavant appelé dans les générations antérieures l'internationalisme. Ce n'est pas un mot nébaudé, ce n'est pas un mot du passé, c'est un mot d'actualité. Et ça n'est pas un hasard si les grands leaders des indépendances, au moment où justement il y avait cet espoir d'une émancipation économique, eh bien, utilisaient des termes comme néocolonialisme, comme internationalisme, comme solidarité internationale. Ce sont des termes qui sont basés non pas sur une solidarité extérieure, mais sur la conscience que c'est le même système qui paupérise ici et qui détruit chacune des nations en Afrique. Le tableau dressé dans les bouquins montre quand même, décrit toute une série de choses terribles. Est-ce que la libération est possible ou est-ce que le pessimisme est justifié? À cette question, je ne suis pas un devin. Je peux juste montrer qu'il y a eu des périodes dans lesquelles le changement était perçu comme complètement impossible. Essayons simplement de nous plonger quelques siècles en arrière. Est-ce que les esclaves, au moment où l'esclavage était un système légal, pouvaient imaginer que le rapport de force allait être possible pour le détruire? Et pourtant, ça a été fait. À l'époque coloniale, lorsque nos prédécesseurs se sont mis en combat contre le système colonial, pouvaient-ils imaginer que ce système qui apparaissait comme tout puissant pouvait disparaître? Et il a disparu. Et donc, oui, les chemins sont toujours existants, c'est une question de rapport de force. Et donc, il faut se poser la question des conditions de ce rapport de force. Je vous en citer deux pour ne pas être trop long. Le premier élément première condition du rapport de force, la dimension panafricaine. Une des raisons pour lesquelles un certain nombre de perspectives émancipatrices en Afrique n'ont pas débouché sur des victoires durables, ça a été l'éparpillement de chacune des nations, de chacun des mouvements, etc. Pour une raison toute simple, l'Afrique est condamnée à avoir un rapport de force, non pas seulement nation par nation, mais si elle veut réunir les conditions pour être supérieure dans le rapport de force, elle est contrainte de s'unifier. Le panafricanisme n'est pas une dimension culturelle ou identitaire. L'Afrique n'a pas plus qu'ailleurs une seule culture ou une seule identité. C'est pluriculturel et pluriidentitaire. Par contre, il y a une communauté de destin. Pour pouvoir se libérer de l'étau que constitue la domination impérialiste, il va falloir des fronts qui dépassent chacune des nations. C'est ce que disait déjà Nkrumah, et ça reste une actualité brûlante aujourd'hui. Secondo, il y a émergence en Afrique, et ça n'a jamais cessé, mais aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle phase, il y a émergence en Afrique d'une jeunesse militante qui est particulièrement offensive. Je pense au mouvement France Dégage au Sénégal. C'est quand même pas rien comme nom, France Dégage. Donc c'est bien la compréhension par des jeunes de 20 ans, de 22 ans, de 24 ans, qu'il y a là quelque chose qui est du même type que la dépendance coloniale. Mais vous avez ça, on a eu pour la première fois des manifestations contre le franc CFA, où la jeunesse était majoritaire. Donc il y a une nouvelle génération qui entre en militantisme. À nous de savoir tisser les ponts pour offrir à ces générations militantes à balle le soutien dont elles ont besoin ici aussi. Merci bien. Un dernier message pour les gens qui nous écoutent, le traditionnel que faire? Que faire? Avoir conscience que nous sommes dans une séquence historique dans laquelle les guerres vont se multiplier si nous ne sommes pas capables de construire une véritable conscience internationaliste. Autrement dit, ce qui se passe au Mali ne concerne pas les Maliens, mais concerne tous ceux qui veulent que cesse aujourd'hui ce processus qui est un processus de mise en dépendance de plus en plus fort, etc. Et il faut donc qu'on puisse prendre la mesure des conséquences d'un continent entier qui est plongé dans la guerre, plongé dans la déstabilisation, plongé dans le pillage économique permanent, les conséquences là-bas, mais les conséquences ici aussi. Autrement dit, notre émancipation, nous qui vivons en Europe, que l'on soit issu de l'immigration ou non, notre émancipation dépend de l'émancipation africaine et inversement. Okay. Merci beaucoup, Saïd.